Bonjour et bienvenue à tous avec notre invité du jour. Nous allons discuter aujourd'hui de cette double victoire diplomatique pour le Maroc. Il y a d'abord ce Marocain, Yasser Helfaoui, qui a été élu au poste de vice-président de la 4e commission onusienne en charge de la décolonisation. Helfaoui qui travaille comme conseiller à la mission permanente du Royaume auprès des Nations Unies à New York a évincé son adversaire algérienne de 88 voix contre 58, soit un écart conséquent de plus de 30 points. Et c'est une double avancée pour le Maroc puisque quelques heures avant, le Royaume a été à l'unanimité voté pour assurer la vice-présidence de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui se déroulera de septembre 2017, courant donc jusqu'à septembre 2018. Pour discuter donc des tenants et aboutissants des nouveaux rôles du Maroc dans l'échiquier diplomatique mondial, j'ai le plaisir de recevoir professeur Zakaria Aboudahab. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes professeur spécialisé en droit international à l'université Mohamed V de Rabat. Tout d'abord, quel est le rôle, professeur, de cette 4e commission de l'ONU chargée de la décolonisation? D'accord. Alors, cette commission fait partie des 6 grandes commissions qui dépendent de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, je rappelle la commission, la première, celle du désarmement et de sécurité internationale. La deuxième, les questions financières et économiques. La troisième, c'est les questions culturelles, humanitaires et sociales. La quatrième, c'est la commission des questions politiques spéciales, dites de la décolonisation. La 5e, c'est la commission du budget des affaires administratives. La 6e commission, la grande, c'est les questions juridiques. Et donc, c'est une commission, la 4e en l'occurrence, a été créée en 1961, et donc non pas en 1945, avec la création de l'ONU, pour appliquer la fameuse déclaration dite sur l'indépendance, c'est-à-dire qui donnait effet à la résolution 1514 et qu'on a baptisé la charte de la décolonisation. Et donc à l'époque, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de créer une instance spécifique chargée de veiller à l'application de cette déclaration très importante. Communément, la 4e commission est connue aussi par le nom du comité des 24 et donc elle se charge de façon statutaire d'intervenir dans les matières de décolonisation, la question des réfugiés palestiniens, les questions en rapport avec les droits de l'homme, les mines antipersonnelles, l'université pour la paix, etc. Et donc son rôle n'est pas seulement circonscrit dans les questions dites de décolonisation, ce sont des questions classiques dans l'agenda des Nations unies, mais aussi elle œuvre pour promouvoir la paix, la coopération et la sécurité au niveau international. Donc c'est une commission qui est grande, comme on dit, principale, qui dépend de l'Assemblée générale des Nations unies. Et justement, puisque vous avez parlé de ces éléments de paix, de maintien de la paix, quels sont selon vous les éléments qui ont joué en faveur du vote pour le Maroc, qui, rappelons-le, a été voté donc avec une large majorité, 88 voix contre 58? Absolument. Je pense qu'on peut, à l'actif du Maroc, rappeler par exemple qu'il a été élu par l'Assemblée générale des Nations unies, je pense en 2011, membre du Conseil de sécurité, membre non permanent pour une période de 2 années, 2012 et 2013, entre autres choses. Et à ce titre, il faut rappeler que le Maroc, par exemple, contribue de façon très active dans les opérations de maintien de la paix, notamment en Afrique subsaharienne. Le Maroc, il faut le rappeler, a été élu en 2006 pour la première fois, premier mandat, membre du Conseil des droits de l'homme. Il a été également réélu au sein de ce Conseil récemment. À cela s'ajoute bien entendu sa contribution active en matière de problématiques internationales comme le changement climatique. On n'a qu'à rappeler le fait que le Maroc ait abrité la 22e conférence des parties contractantes à la conférence sur le changement climatique. Et donc, ce qui fait, il y a moult critères qui ont agi en faveur du Maroc et qui ont fait que le Royaume du Maroc ait retenu l'attention et ait amplifié ses chances pour devenir, encore une fois, ou être élu à la tête de cette 4e commission et aussi au sein de l'Assemblée générale des Nations unies comme vice-président. Alors maintenant que nous sommes justement élus à la tête de cette 4e commission et à la tête, ou en tout cas en vice-président de l'Assemblée générale des Nations unies, quelles conséquences de cette double avancée? Rappelons-le que c'est une double avancée pour le Maroc, pour la diplomatie marocaine. Quelles seraient les conséquences? Alors, il faut savoir d'abord que, du point de vue de l'Assemblée générale, son mandat est étendu. Elle intervient pratiquement dans toutes les questions et les problématiques internationales, la coopération, le développement, les droits de l'homme. L'Assemblée générale contribue aussi à la production normative quand elle adopte des résolutions, donc des décisions. Eh bien, ces décisions, parfois, elles sont relayées et se développent pour devenir carrément des projets de conventions internationales.
Ceci dit, dans le cadre de la production normative et pour que le Maroc s'inscrive en amont dans le discours justement de cette Assemblée générale, qui, je l'ai dit, intervient de façon transversale, il est important, encore une fois, qu'il marque sa présence et contribue, encore une fois, de façon proactive dans cet agenda international. Il est extrêmement important. L'Assemblée générale des Nations unies peut proposer, par exemple, l'adoption d'accords internationaux sur des matières qui ne sont pas encore couvertes par des traités internationaux. Je rappelle, à titre d'exemple, la responsabilité de protéger a été adoptée par l'Assemblée générale en 2005. C'est le fait de pouvoir intervenir dans un pays lorsque les autorités en place sont défaillantes et incapables de protéger les populations civiles persécutées, ce qui a été activé à l'encontre de Muammar Kadhafi en 2011, lorsque le Conseil de sécurité, en vertu de la résolution 1973, avait adopté carrément donc, cette résolution pour intervenir au nom de la responsabilité de protéger. Par rapport à la 4e commission de l'ONU, donc c'est une question qui est primordiale pour le Maroc, on le sait parce que chaque année, durant les assemblées annuelles de l'Assemblée générale des Nations unies, de septembre à décembre et parfois même entre janvier et août, il y a des questions en rapport avec le Sahara marocain. Par conséquent, du moment que ce territoire est inscrit comme étant un territoire non autonome, donc du point de vue du droit international, il est important pour le Maroc d'être présent et proactif et accompagner les débats depuis le début, pour éviter d'abord que des décisions se prennent et qui aillent à l'encontre de son intégrité territoriale et en même temps contribuer de façon très constructive au développement même du débat doctrinal. Est-ce que c'est pour cela justement, pour essayer d'entraver ce débat constructif, comme vous dites, qu'il y a eu ce que l'on appelle communément dans les couloirs, en tout cas de l'ONU, cet acharnement de l'Algérie, justement sur cette question du Sahara? C'est le cas de le dire, mais moi je crois que c'est un signe de faiblesse et d'affaiblissement, voire même de déclin. La diplomatie algérienne, et je parle ici du gouvernement algérien, était très active durant les années 70 avec le tiers-mondisme, etc. Et je crois que ce genre d'attitude, à mon sens, trahit ou cache une faiblesse et aussi une sorte de désespoir. Parce que le Maroc a su quand même, malgré les manœuvres perpétrées ça et là, rejoindre sa place tout à fait naturelle au sein de l'Union africaine, puisqu'il était membre fondateur de l'OUA en 1963. Et donc en même temps, maintenant, je crois, il y a une stratégie qui est claire, orchestrée par la diplomatie marocaine, permettant au Royaume d'être présent et d'éviter cette politique de la chaise vide, car on le sait, elle a été payante. Ceci dit, il y a tout un travail d'alliance à mener au sein de cette 4e commission et au sein de l'Assemblée générale. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, le Maroc a été élu avec une large majorité, et avec aussi un écart au sein de la 4e commission de 30 voix, c'est extrêmement important. Ça permet en même temps au Maroc de déterminer quels sont réellement ses partenaires sur lesquels il peut compter dans les questions à venir. Puisque vous parlez d'alliance, et dernière question, professeur Abou Dahab, comment selon vous la cohabitation avec le président de cette commission est-elle possible, connaissant la position hostile du Vénézuélien Rafael Ramirez, qui est l'ambassadeur du Venezuela donc, à cette commission? Son attitude envers le Maroc n'est pas, en tout cas, n'est pas celle d'un allié. C'est clair. C'est la question de la cohabitation. Il faut faire œuvre de diplomatie, de négociation et aussi d'acharnement dans la défense de l'intégrité territoriale du Maroc, mais aussi des intérêts stratégiques du Royaume. Aux côtés des autres pays, ce qu'on appelle le groupe africain, il y a aussi les pays arabes. Et donc le Maroc, je pense, aura à activer un pragmatisme qui soit éclairé, éviter l'affrontement, parce que de toutes les façons, en diplomatie, rien n'est impossible. Il est important à ce moment-là, et de le ressasser à chaque fois, quand on veut défendre un dossier, il faut aller jusqu'au bout. Cuba, récemment, il y a eu rétablissement donc, des relations avec ce pays et aussi normalisation de ces relations avec l'ouverture, je crois, d'une ambassade au sein de ce pays qui, durant plusieurs années, depuis la proclamation de Cuba avec le coup d'État de Fidel Castro en 1959, les relations étaient très tendues, ils ont soutenu le Polisario, etc. Et je pense que cela constitue pour le Maroc une sorte de lueur d'espoir, c'est que l'avenir est pour la négociation et une démarche sereine inscrite sur le long terme. Merci professeur Zakaria Abou Dahab, merci à vous. À tous. L'info continue sur Médien TV, merci de rester avec nous.